On va maintenant jeter un coup d'œil à la section des Lions de Détroit et de Mathieu Betts. Bien sûr, je parle de la section nord de l'Association nationale en compagnie de Marc-André. L'année dernière, ben, les Lions ont terminé au premier rang. Les Lions qui ont été des belles histoires de la NFL. Vraiment, on a connu une belle saison. Pendant qu'on jette un coup d'œil justement au classement de la saison 2023, les hommes de Dan Campbell qui ont terminé avec un dossier de 12 victoires et 5 défaites. On a été en mesure de gagner un match éliminatoire. Ça a vraiment été une belle saison du côté des Lions de Détroit. Mais pas juste les Lions au sein de la section, bien sûr. Hein. Et les Packers de Green Bay qui, eux, ont terminé la saison régulière en force, en particulier Jordan Love, les Bears de Chicago et ensuite de ça, les Vikings du Minnesota ont présenté des dossiers identiques de 7 victoires et 10 défaites. Qu'est-ce que tu as retenu, toi, Marc-André, du côté de la section Nord la saison dernière? Là? Ben, on se rend compte que la saison dernière, il y a des équipes qui tirent vers le haut, puis il y a des équipes qui tirent vers le bas. On pense aux Vikings. Les Vikings étaient une équipe qui participait régulièrement aux éliminatoires. Dans les dernières années, on n'a pas participé aux éliminatoires la saison dernière. Et les Packers, du côté des Packers, par exemple, on croyait que ça allait prendre peut-être un peu plus de temps à la suite du départ de Aaron Rodgers. Puis finalement, on est parvenu vraiment, tu l'as dit, Jordan Love a trouvé vraiment ses repères en deuxième moitié de saison. Et les Lions, ben, ça fait tellement longtemps qu'on est dans les bas-fonds du classement de la NFL et de l'association du Nord de la nationale, ben, de les voir au premier rang. Puis, il est permis de rêver du côté des partisans des Lions puis à Détroit parce que je pense qu'on a une équipe, une excellente équipe pour plusieurs saisons. Oui, on a beaucoup de jeunes joueurs talentueux. J'en faisais mention à Mathieu Betts durant l'entrevue. Il y a beaucoup de talent du côté des Lions. Justement, on a ajouté des nouveaux joueurs également durant la saison morte, on le sait. Hein. Il y a toujours un gros roulement de joueurs du côté de la NFL durant la saison morte. Puis on le voit ici, bon, les joueurs, les nouveaux venus dont ça vaut la peine de mentionner. Bon, naturellement, Mathieu Betts et Marcus Davenport, hein, deux ailiers défensifs. Et on est à la recherche d'un ailier défensif pour mettre à l'opposé de Aiden Hutchinson du côté des Lions de Détroit. C'est aucun doute là-dessus. Lorsqu'on regarde les départs, il n'y a pas de joueur d'impact qui a quitté. CJ Gardner-Johnson qui va maintenant porter les couleurs des Eagles de Philadelphie. Mais je porte l'attention sur les deux noms en bas dans la colonne de gauche. Je parle du choix de première ronde, Terran Arnold. Et on a repêché également un autre demi-point lors de la deuxième ronde. Donc, on a vraiment mis l'emphase durant la saison morte, Marc-André, du côté de l'unité défensive. À la position de chasseur de quart, à l'opposé d'Aiden Hutchinson, comme je disais, avec la mise sous contrat de Matthew Betts et de Marcus Davenport, et également la tertiaire qui en arrachait énormément du côté des Lions. Fallait s'améliorer du côté à la position de demi-coin. Puis je pense qu'on a fait ça du côté de Détroit. Exactement. On était deuxième contre la course. On était assez étanche, le front défensif du côté des Lions la saison dernière. On était 31e contre la passe, donc ça clochait, évidemment, et on a fait des additions en ce sens. On a ajouté justement demi de coin Carlton Davis, on a Amick Robertson aussi, tu as parlé de Terrian Arnold. Bref, on a vraiment ciblé c'était quoi le problème des Lions la saison dernière. C'était vraiment dans la tertiaire. On a fait des ajouts. DJ Reader également, le plaqueur, qu'on dit que Oui, c'est l'un des meilleurs de sa profession pour appliquer de la pression sur les quarts adverses. Donc ça va aider également. Et j'ai bien aimé la citation de Dan Campbell. Il est toujours aussi coloré. Lorsqu'on lui a demandé à quoi qu'on s'attend des Lions cette saison, il dit « Je veux le enchiladas au complet ». Donc, c'est un gars qui a faim. Je savais pas qu'il tripait sur les tacos de type molasse et haricots noirs, mais oui, on veut l'enchiladas, la guacamole, le fromage, le bœuf, bref, on veut tout ça au complet. Et je salue, c'est bien ça, l'enchilada, ça, c'est des petits rouleaux, bref, qu'on fait gratiner, j'espère. J'ai pas fait mes je recherches. crois que Mais oui. oui, Je suis pas un gars vraiment de cuisine mexicaine tant que ça, mais je crois que oui. Mais parlant de Dan Campbell, est-ce que tu as déjà vu, est-ce que tu as déjà entendu parler de qu'est-ce qu'il boit, la quantité de café qu'il boit par jour? non, mais ça doit pas Ça, être recommandé par, par un guide non, ça n'a aucun bon sens. alimentaire. Écoute, je pense qu'il en boit 4 par jour. Puis je pense qu'il Aïe, prend aïe, un aïe. Americano avec 4 shots d'expresso dedans. C'est quelque chose d'incroyable. Je me dis, je sais pas comment il est toujours en vie, comment il fait. Je sais que c'est un gros bonhomme, mais quand même. Mais Il y a mon ouais, collègue et ami très Benoît drôle. Baudouin qui en boit comme 8 là, puis je comprends pas.
Ah Écoute, oui. c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Il y a des gens comme ça qui carburent à la caféine. Mais semble que, bon, c'est ça. Je veux pas. Ouais, moi, j'essaie d'avoir une limite de 2 cafés par jour Ah, ouais, lorsque j'en prends deux. Lorsque j'en prends deux, les journées, j'en prends pas. Mais ma limite, c'est deux, là. J'essaie de pas dépasser ça les journées que j'en ai vraiment besoin. je veux pas parler de ma vie. Ma petite fille s'est réveillée à 5 heures ce matin, ma petite fille de 20 mois. Je suis à mon deuxième café, mais tu vois, le deuxième, j'ai pris un half décaféiné, donc un moitié moins de OK. caféine. Donc, j'essaie de demeurer responsable au La niveau. modération. La modération. Exactement, parce que le café, on peut passer du temps aux toilettes ensuite. C'est ça qui arrive. Ah, tu veux pas nous parler de ta vie privée, mais là, tu nous en as dit peut-être un peu trop. Alors, continuons C'est avec bon. les Lions de Détroit, si tu le veux bien. Oui. Alors, qu'est-ce qui va être à surveiller du côté des Lions cette année? Moi, je pense, parce qu'il ne faut pas oublier la défaite qu'on a subie là, contre les 49ers de San Francisco. On avait l'avance du côté des Lions. Et pendant qu'on voit oui, qu'est-ce qu'on a préparé du côté de Détroit, ben ouais, c'est ça. Donc, est-ce que c'est un Super Bowl? Ah, je ne sais pas. On est les Lions. Mais à l'approche de la saison, ben on le voit. On est allé avec l'emoji, les lunettes de soleil, le sourire, parce que tout va bien à Détroit du côté des Lions. Mais la question que je me pose, on le voit ici au bas de l'écran, c'est est-ce qu'on va pouvoir se remettre de la défaite qu'on a subie contre les 49ers de San Francisco? On était à une victoire de participer au Super Bowl, on s'en souvient. On a perdu lors de la finale de l'Association nationale. On avait l'avance à la mi-temps. C'est une décision de Dan Campbell qui est venu hanter les Lions, qui a fait en sorte qu'on a perdu la rencontre. Puis, historiquement, des défaites comme ça laisse des séquelles. Alors, est-ce qu'on sera en mesure de surmonter ça? Là, tu sais, lorsqu'on regarde dans l'histoire de la NFL, les équipes là, qui ont subi ce genre de défaites crève-cœur en éliminatoire, puis après ça, tout le monde s'attendait la saison suivante qu'on connaisse du succès. Ça n'a pas été le cas parce que la défaite a laissé des séquelles. Donc, moi, c'est quelque chose que je vais surveiller en début de saison du côté des Lions. Parce qu'on a vraiment mis derrière nous cette défaite contre les Niners. C'est vrai que Dan Campbell est téméraire. Il devrait peut-être, selon moi, apprendre à mieux gérer parfois son audace dans un match. On sait que Brandon Staley, ça a probablement coûté son emploi. On a du talent du côté des Lions, c'est pas ça le problème, mais c'est peut-être une question de gestion de match, une question de gestion des émotions aussi. Puis, est-ce que les Lions peuvent se remettre de cette défaite-là contre les Niners? Je pense que les Lions, l'année dernière, pour citer les Boys 2, on est ici pour apprendre. Il était ici pour apprendre en éliminatoire. Je pense que c'était vraiment le début de quelque chose plutôt que la fin de quelque chose. Je pense que c'était le début de la fenêtre qui s'entrouvrait. Je pense qu'on a appris beaucoup dans ce match-là éliminatoire du côté des jeunes Lions. Je pense sincèrement que ça pourrait se poursuivre cette saison. Je pense que les Lions pourraient assez assurément terminer au sommet de la division nord de la nationale. Pour moi, ça fait aucun doute. Bon, on a récompensé Jared Goff. Il a signé une prolongation de contrat durant la saison morte. La même chose avec Amon-Ra St. Brown. On a confiance en les joueurs qu'on a. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai mis la saison morte du côté de Détroit. On a vraiment adressé les problèmes qu'on avait du côté du côté de l'unité défensive. Maintenant, ça va être au choix de repêchage, la position de demi-point, de livrer la marchandise sur le terrain. Mais il n'y a pas de raison de croire que les Lions seront pas en mesure de connaître une autre saison gagnante et de se qualifier aux éliminatoires. Mais je vais surveiller ça en début de saison, toutefois. Est-ce qu'on a été capable de mettre derrière nous la défaite qu'on a subie à San Francisco en éliminatoire? Faut pas oublier non plus que les Lions vont seulement disputer 3 matchs à l'extérieur dans des stades dehors. Donc ça va favoriser une équipe, ça va favoriser Jared Goff pour qui les statistiques sont franchement impressionnantes à l'intérieur dans un stade couvert versus un stade à Mhm. l'extérieur. Donc ça aussi, ça peut jouer en faveur des Lions tout au long de la saison. Je pense que les Lions vont vraiment connaître beaucoup de succès à l'intérieur. Donc ça va venir jouer sur la fiche également en fin de saison. Je pense que je pourrais donner un avantage. Tu me dis entre les Packers, disons, ou les Lions, je pense que le fait de jouer dans un dôme pourrait avantager les Lions, leur donner un léger avantage. Ouais, alors maintenant, combien de victoires les Lions seront en mesure d'aller chercher lors de la saison 2024? On l'a vu l'année dernière, ils ont terminé avec une fiche de 12 victoires et 5 défaites. Donc, plus ou moins 10 victoires et demi du côté des Lions de Détroit, selon toi, Marc-André. Moi, je pense que c'est un plus et c'est un plus assez facile dans mon cas.
Je pense que 12-13 victoires, c'est très atteignable du côté des Lions cette saison, encore une fois. Ouais, de 10,5, au moins 11 victoires pour les Lions, je crois. Je crois que c'est réaliste de terminer avec une fiche de 11 victoires et 6 défaites, peut-être même mieux du côté de Détroit. Parce que je pense que l'équipe est améliorée, le noyau de joueurs est le même. Le seul obstacle pour moi, là, c'est au point de vue psychologique, là, la défaite qu'on a subie. Mais avec Dan Campbell, je suis certain, là, on a beaucoup d'attitude à Détroit, qu'on va être en mesure de mettre ça derrière nous. Si c'est pas même déjà fait du côté des Lions, il y a beaucoup d'engouement à la ville de Détroit pour les Lions. Ça fait longtemps qu'on attend d'avoir une équipe gagnante. Donc, ouais, moi, je pense que les Lions devraient être en mesure d'aller chercher au moins 11 victoires. Absolument.